Comme le veut la tradition, je vais remercier la MSAHB de nous accueillir dans ces locaux, dans cette magnifique salle Jean Borde chauffée, et donc c'est ce qui permet d'être en chemise à manches courtes aujourd'hui. Merci aussi à nos tutelles respectives, donc à nos laboratoires respectifs, donc le LAM et Pavé, ouais, chaque fois j'hésite, le LAM et Pavé. Et merci aussi à l'Institut Convergence Migration, qui a permis aussi de financer une partie du projet. Et surtout, merci à vous, les intervenants, hein, parce que vous venez d'un peu loin, certains d'entre vous, d'Italie, de Paris, de Poitiers, pour celles et ceux qui ne sont pas encore arrivés, ils vont arriver sans plus tarder. Et je vais juste rappeler quelques modalités concernant l'organisation du séminaire. On va essayer de tenir les temps au mieux, sachant que le but quand même c'est d'avoir des temps pour la discussion. Vous avez bien vu que le but du jeu, donc ce séminaire, c'est de parler de frontières, de fabrique de l'asile et des régimes d'altérité à Mayotte et à La Réunion. Pour commencer, en fait, il faut juste s'interroger pourquoi cette photographie, qui apparaît justement comme élément de communication du séminaire, qui illustre en fait ces bateaux qui sont présents sur la commune du Port à La Réunion. En fait, une photographie que j'aurais pu et qu'on aurait pu mettre en parallèle avec cette photographie de droite qui a été prise justement en petite terre à Mayotte avec une vue sur le terrain militaire des Badamiers. Et cette photographie de droite, en fait, elle donne là aussi à voir des embarcations, cette fois-ci plus frêles, moins importantes, de taille plus mince que celle de gauche, et qui ont embarcations qui ont été plus nombreuses si on avait pris la photographie en fin de mois. Cette première photographie, là, à gauche, comme celle qu'on peut voir justement en illustration du séminaire, elle illustre un phénomène qui était inédit à La Réunion, inédit jusqu'à 2018. Inédit parce qu'à La Réunion, la question de l'asile en outre-mer ne se posait pas, ou elle se posait différemment, parce que la question de l'asile en outre-mer était largement prise en considération uniquement à Mayotte. C'est-à-dire que si on prend les rapports de l'OFPRA de 2022, on constate que la demande d'asile dans l'océan Indien qui représente 49% de la demande d'asile outre-mer, est en effet en quasi-totalité accueillie à Mayotte, avec les Comoriens qui représentent 50% des demandeurs d'asile, suivis par les ressortissants malgaches à hauteur de 21%, et 25% pour ceux originaires de la région des Grands Lacs. En d'autres termes, La Réunion n'avait pas pour habitude et n'a jamais eu pour habitude d'accueillir des demandeurs d'asile qui venaient justement en bateau. En gros, c'est cette migration qui a été inédite pour l'île de La Réunion, inédite dans sa forme, donc arrivée par bateau, puisque c'est plutôt son île sœur qui est concernée par ce type de migration, et surtout inédite dans le sens où l'île n'était pas préparée. N'était pas préparée justement dans les modalités d'accueil, il n'y avait pas de dispositif d'accueil. Et dans une première recherche que nous avons menée avec Alice Corbet, qui est aussi membre de ce petit projet de recherche, on a essayé de décortiquer justement ces modalités d'accueil. On a pu mettre en avant que justement il y a eu des bricolages, il y a eu aussi un manque de respect de la légalité, pour euphémiser mon propos, avec la création aussi parfois de brigades de police un peu particulières. En gros, il semblait là aussi que La Réunion apparaissait comme un territoire d'exception. Donc il nous apparaissait nécessaire en fait, dans un second travail, d'élargir notre propos et de comparer ce qui se passait à La Réunion avec un autre territoire qui apparaît comme incarné justement l'exception, qui apparaît incarner des mesures dérogatoires et un droit aussi différé. Donc cet autre territoire que nous avons nécessaire de mettre dans la balance, c'est Mayotte. D'où l'intérêt en fait de créer ce petit projet qu'on a appelé le projet MIGRAF pour migration, asile, frontières à La Réunion et à Mayotte. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. En fait, il s'agit vraiment de discuter de cela, de discuter à la fois des migrations, de discuter aussi des frontières, des multiples manières dont la frontière peut se constituer. Donc frontières au sens de limite administrative, frontières au sens de souveraineté, limite entre deux États, mais aussi frontières au sens sociologique. Donc j'en arrive à cette seconde photo, puisque j'en avais parlé, qui elle aussi ne dit pas non plus des destins de celles et ceux qui sont à bord, qui ne dit pas non plus aussi des processus d'insularisation de Mayotte produites par une frontière qui a également transformé l'évolution globale de l'île en de nombreux points. Donc, transformation de la démographie, transformation aussi des violences, transformation aussi des représentations et revendications de la population. Qui ne dit pas non plus aussi la confrontation d'un élément solide qu'est la frontière par rapport à ces personnes-là qui traversent un élément liquide qui sont les masses océaniques. Donc entre le Sri Lanka et la Réunion, il y a quand même plus de 8000 km. 8000 km effectués entre 18 et 21 jours par les Sri Lankais, tandis que là, il s'agit bien de Kwassa-Kwassa, dont je parle depuis tout à l'heure, avec la photo de droite. Ces Kwassa-Kwassa sont plutôt utilisés par les migrants comoriens, en particulier enjouanais, pour traverser justement les masses océaniques entre Anjouan et Mayotte, distantes de 60 km entre les deux. Donc ce Kwassa-Kwassa incarne très bien la porosité des frontières, incarne très bien aussi
la question de la souveraineté nationale à Mayotte. Pour ça, je remets cette photo qui est classique et que tout le monde voit dès lors que l'on parle de Mayotte, qui est celle que l'on voit lorsqu'on arrive en grande terre depuis petite terre, où face à nous, dès qu'on débarque de la barge, il y a marqué Mayotte est française, elle le restera à jamais. On assiste aussi à une production de frontières, puisque à Mayotte aussi la question de l'immigration se pose, une immigration qui est souvent associée à un qualificatif de clandestine, et on voit que cette immigration, là aussi, en prenant Mayotte comme objet d'étude, on se rend compte qu'elle se diversifie dans le temps. Les routes se multiplient, autant à Mayotte ils avaient l'habitude de voir des Comoriens arriver, autant justement se développe depuis une dizaine d'années, donc c'est pas un phénomène inédit, voire même une quinzaine d'années, une migration en provenance d'Afrique avec des routes qui se démultiplient. En gros, ce qui est intéressant, si on prend Mayotte, qu'il s'agisse de mesurer le volume réel de l'immigration irrégulière par mer, ou le nombre de personnes décédées lors de tentatives de franchissement de la frontière, qu'il s'agisse d'étudier les routes migratoires employées, utilisées, mobilisées, routes aussi qui évoluent dans le temps, donc des routes migratoires qui se démultiplient, des routes migratoires qui permettent de faire en sorte que les migrants africains désormais arrivent et convergent par Mayotte, avec une multiplication aussi de ces routes, plutôt maintenant, auparavant plutôt des gens qui venaient des Grands Lacs qui allaient à Mayotte, maintenant des Somaliens, des Soudanais qui convergent vers Mayotte sans passer pour autant par la Tanzanie. Donc ça c'est une des nouveautés entre guillemets, avec justement une stigmatisation aussi de la présence africaine à Mayotte. Qu'il s'agisse donc d'analyser aussi des pratiques en matière d'asile, ou encore la nature et le fonctionnement des centres de rétention, ou qu'il s'agisse de questionner la criminalisation de l'immigration irrégulière. En fait, quelle que soit la perspective que l'on peut choisir dès lors qu'on va analyser la migration, en fait, Mayotte apparaît comme un champ de recherche idéal pour nous, chercheurs en sciences sociales, pour observer le croisement entre deux phénomènes en miroir que sont d'un côté les migrations et de l'autre le contrôle des frontières. À Mayotte, en fait, on se rend vite compte que la migration institue du trouble dans les frontières sociales et spatiales, et donc génère une activité intense de délimitation et de hiérarchisation de la part de ceux, acteurs, populations élues, qui lui font face, ce qu'on pourrait appeler des dynamiques de frontiérisation. Donc pour ça, je tiens à rappeler, à travers cette citation de Simmel, que la frontière n'est pas un fait spatial avec des effets sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale. D'où l'intérêt d'être allé à Mayotte en compagnie d'Olivier Chadouin, car moi je suis géographe, donc je m'interroge sur les formes spatiales. Olivier Chadouin est donc sociologue, et c'est pour ça que je lui ai laissé la parole, parce qu'il va justement revenir sur ces frontières sociologiques. Merci, merci Anthony. Bon, ben c'est bien d'avoir la transition sur Simmel, puisque c'est le pont entre la sociologie européenne et l'école de Chicago, donc parfait. Juste deux mots quand même sur le contexte de l'étude. Donc vous avez compris, moi je suis sociologue et je suis prof à l'école d'architecture de Bordeaux. Donc je travaille plutôt sur les questions territoriales. Je n'ai pas forcément l'habitude de travailler sur les questions migratoires. Donc là, le colloque porte sur La Réunion et Mayotte. Moi je n'ai fait que le terrain à Mayotte. Voilà. Et on l'a fait aussi à la faveur d'une opportunité qui est que nous avons au laboratoire Pavé à l'ENSAP un doctorant qui est comorien et qui fait sa thèse sur voilà. Bien, oui, tu disais donc la frontière n'est pas un fait spatial, avec des effets sociologiques, mais un fait sociologique qui prend une forme spatiale. Je pense que c'est relativement important de le rappeler pour Mayotte, parce que ce qui frappe lorsqu'on arrive sur place, c'est effectivement une espèce d'enchevêtrement des frontières, alors qui parfois est lu, donné à lire par les acteurs qu'on rencontre de manière simple. Alors, on nous parle de zone de turbulence, on nous parle de frontières, de passage. Voilà, première chose, en arrivant dans un taxi, on arrive dans notre quartier, MSAPéré, vous connaissez peut-être, il y a un pont sur une ravine, et puis là, il nous dit, ici, c'est une frontière, parce que de l'autre côté, après, il y a une zone de turbulence, donc si vous garez la voiture que vous louez, il ne faut pas la mettre là, etc. On traverse un endroit, on nous dit, attention, là, il faut détourner, c'est une zone de turbulence à cette heure-ci. Ça, les acteurs peuvent le lier souvent directement à la question des migrations, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça, Anthony l'a rappelé. Il y a aussi la question de la violence des mineurs, les questions de bandes, etc. Et c'est pas directement lié aux migrations, mais ça frappe lorsqu'on arrive, effectivement, c'est cet enchevêtrement de frontières qui nous a fait constater une forme de vie sociale en tranche, ou empêcher en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut organiser ses déplacements, il faut prévoir son heure de retour, il faut faire attention par où on passe. C'était pas prévu que je dise ça. Mais bon, c'est ce qui m'est venu après Simmel. Et alors effectivement, il y a ce niveau-là, qui est celui de la frontiérisation la plus classique, parce qu'elle s'inscrit dans l'espace physique.
Mais il y a aussi une autre manière de frontiériser, c'est celle qui consiste à construire des divisions entre des groupes sociaux. En fait, pour le coup, c'est la production d'altérité ou d'altérisation, si vous voulez, mais elle a lié, effectivement, parfois, mais pas toujours, elle ne recoupe pas toujours cette question de la forme spatiale. Donc, on a ces éléments de frontières multiples, avec un enchevêtrement, finalement, des échelles, parce qu'on a une première frontière qui est évidente, qui s'impose, qui est la frontière liquide. Je dis liquide à dessein, hein, parce que c'est les 70 km qui séparent Mayotte d'Anjouan, parce que c'est souvent d'Anjouan que ça part. C'est de la mer, évidemment, c'est liquide. Mais c'est liquide aussi parce que on se rend très vite compte que on a l'impression que ça passe, ça revient, ça repasse, et c'est pas intangible, cette frontière. Il y a quelque chose de l'ordre d'une circulation. Alors, beaucoup d'auteurs rappellent qu'il y a eu historiquement beaucoup de circulation. Enfin, vous connaissez tout ça. Et on voit bien qu'il y a des manières de passer et de repasser, plusieurs fois, parfois même, qui font dire que oui, il y a quelque chose de particulier dans cette frontière-là, qui est celle de on dirait plutôt de la première grande échelle, en fait. Et puis après, des frontières qui se démultiplient à plusieurs échelles sur l'espace de l'île de Mayotte. Alors, je l'ai dit, il y a cette deuxième dimension qui est l'altérité. Effectivement, à Mayotte s'expriment des régimes, ce qu'on appellera des régimes d'altérité, qui dépendent souvent de crispations, de hiérarchisation qui se composent avec les populations arrivantes, migrants. Alors, on l'a vu récemment, illustré par le propos du ministre de l'Intérieur, Taillot, deux fois, qui lui désignait, en répondant à la députée FN en Chiabamana, qu'il fallait raccompagner les Congolais. Alors effectivement, tantôt c'est des Africains qui sont jugés comme une présence problématique, puis parmi les Africains, les Congolais, puis après les Somaliens, et puis toujours, par contre, le Comorien. Je dis le à dessein, j'y reviendrai tout à l'heure, le Comorien et plus particulièrement l'Anjouanais. Voilà, ça c'est une chose qu'on a vue très régulièrement, avec même des différences fortes faites entre le grand Comorien et ses stéréotypes, je dis encore le Moélien qui est plus docile, plus voilà, dans les stéréotypes, et puis l'Anjouanais qui est radicalement envahisseur et prépare le grand remplacement de l'île si on suit les propos d'un certain nombre d'élus. Voilà. Alors, ce qui nous a frappé aussi dans cette enquête, pour prendre les choses par le bas, c'est cette expression qui revenait sans arrêt d'un article défini, l'Anjouanais, le Congolais, le Somalien, le Grand Comorien, qui renvoie là très directement et qui signe finalement une manière de constituer, dans le régime d'altérité, une espèce de fixation ou d'essentialisation, derrière l'article défini, hein, définissant un ensemble de caractéristiques attribuées à ce que j'appellerais, parce qu'il faut bien des mots un peu scientifiques parfois, un macranthrope, c'est-à-dire un gros bonhomme, ethnico-culturel en fait. Hein. On rassemble des traits comme ça, et ces traits peuvent conduire finalement à des formes de stigmatisation, de hiérarchisation, notamment entre les différentes migrations qui sont présentes sur l'île. Alors, on en aboutit à des situations d'ailleurs très très ambiguës, hein, qui, alors là je reprends des analyses sociologiques assez classiques, hein, qui, depuis Richard Hogarth sur la culture du pauvre, différencier le rapport entre eux et nous, jusqu'à la relecture qu'en fait aujourd'hui Bernard Lahire dans son ouvrage des structures fondamentales des sociétés, qui prolonge cette lecture et qui dit oui, on peut reprendre ça en repassant par Elias, un ouvrage fameux qui s'appelle Logique de l'exclusion, qui évoque le racisme sans la race. Alors qu'est-ce que c'est que le racisme sans la race? C'est l'idée que se produisent des formes de hiérarchisation à l'intérieur d'une collectivité entre des individus que nous pourrions, nous, par exemple, dans le cadre d'une enquête, si elle était mal faite, et trop orientée par l'idée que tout renvoie à la colonie, de dire mais finalement ils sont tous les mêmes, mais non, ce ne sont pas tous les mêmes. Lorsqu'on descend à un niveau un peu plus ferme, on se rend compte qu'effectivement se produisent des niveaux de hiérarchie à l'intérieur même de cette société mahoraise et à l'égard des migrants, puisque on note très vite, mais ça vous le savez, puisque vous connaissez tous ce terrain-là, on note très vite que se produisent d'une part des stéréotypes,
des commérages. Des commérages, la fonction sociale des commérages, on la connaît bien, hein. On l'a relaté chez Norbert Elias dans le fameux ouvrage Logique de l'exclusion. La fonction sociale du commérage, elle est de constituer un eux et nous, hein, une opposition à un autre groupe. Et parmi ces commérages, on en a vu beaucoup, ils sont liés par exemple à l'alimentation, au mode de vie. Voilà, l'enjoigné mange de la tonite, nous on n'en mange pas parce que ce poisson n'est pas bon. De la bonite, pardon. Oui, c'est la famille du thon, mais c'est la bonite. Il y a des tomates qui sont gavées de pesticides, empoisonnées. Il y a eu un article dans Mayotte Première dernièrement là-dessus, qui circulent sur les marchés. Elles sont vendues par les Africains. Voilà, bon, un tas de choses comme ça, mais qui en fait procèdent, oui, du commérage et d'une manière de stigmatiser une population et de se différencier par rapport à cette population. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans ces différenciations, ce qu'on peut appeler le racisme sans la race, et qui conduit à ce que Bernard Lahire, encore une fois, appelle, lui, le narcissisme des petites différences, c'est-à-dire cette manière que dans un groupe social, on a de faire des différences, des hiérarchisations entre des gens qui pourraient être mêmes, mais pas tellement. Et donc, en fait, on pourrait appeler ça la concurrence de la misère, hein, finalement, hein, si on voulait simplifier encore. Hein. Ce qui va conduire, par exemple, un fonctionnaire mahorais à faire garder ses enfants par un migrant enjoigné, ou avoir une parcelle de terrain qu'il va faire cultiver par ce migrant enjoigné, lui en céder une partie qu'il va pouvoir vendre sur les marchés, et lui en avoir une partie pour sa consommation ou autre, etc. Et donc comme ça, une espèce d'enchevêtrement des dominations, des différences, des stigmatisations, donc que j'ai proposé en reprenant le terme de Lahire, d'appeler narcissisme des petites différences, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore complètement convaincant comme explication, mais effectivement, on a clairement cette idée de construction, de différences attribuées à l'intérieur même de ces groupes sociaux, et donc ces hiérarchisations qui se focalisent entre ces groupes sociaux qui évoquent le fameux racisme sans la race de Norbert Elias. Voilà. Alors, ce qui se passe en arrière-plan, c'est qu'effectivement, l'entrée progressive des Mahorais et des Mahoraises dans le droit commun s'accompagne de la revendication et du renforcement d'une frontière entre ceux qui seraient des nationaux et ceux qui ne le seraient pas. Voilà. Cette revendication, elle a été illustrée tout à l'heure, vous connaissez tous le panneau Mayotte, française, etc. Elle redessine évidemment des frontières. Voilà. Donc en arrière-plan, il y a aussi cette explication plus macro-sociologique, qui est que les étapes dites post-coloniales renforcent cette revendication nationale, mais avec un arrière-plan qui est quand même que les droits, vous le savez, restent différés. On reste dans une situation post-coloniale avec des droits différés, puisque le RSA n'est pas du même niveau, puisque les droits à la retraite, etc. Enfin bon, vous connaissez tous ces éléments. Et donc se raniment là des petites rivalités à l'intérieur même de cette société mahoraise. Donc la départementalisation, notamment, conduit à produire des nouvelles catégorisations qu'on peut juger problématiques dans la population. Par désignation, le clandestin, le chômeur, le jeune déscolarisé, l'enfant du juge, enfin, toutes ces catégorisations qui sont très communes en fait, hein, qu'on retrouve dans la littérature scientifique, bien relatée, notamment dans l'ouvrage de Ronsard qui est la référence sur Mayotte. Et donc on a ces effets-là, sans que, j'y reviens puisque c'était le début du propos, ces différences, ces frontières se recoupent entre les désignations qu'opèrent les groupes sociaux entre eux et les limitations spatiales, qui, je pense, elles-mêmes doivent être mouvantes d'ailleurs, puisque lorsqu'il y a le démantèlement ou un décasage, évidemment, les choses bougent, etc. Voilà. J'ajouterai à ça, pour terminer, parce que c'est important de le rappeler, que dans les jeux de catégorisation, le principe même de l'action politique, c'est de proposer aux groupes sociaux des catégories dans lesquelles ils peuvent se projeter aussi et qui vont renforcer ces différences-là. Voilà. C'est la spécialité du parti d'extrême droite français de la famille Le Pen, qui, lorsqu'elle est en France, oppose les gens de peu de la campagne aux bobos métropolitains, et lorsqu'elle vient à Mayotte, oppose les migrants enjoignés et africains aux Mahorais
français. Donc là encore une fois, même jeu, hein, on joue sur une absence par contre de saisie, qu'il s'agit là aussi d'une manière de catégoriser, de renforcer sur le champ politique, dans le champ politique, des catégorisations pour les utiliser à des fins politiques. Ça c'est très classique, hein, c'est des catégories d'action politique qu'analysent bien nos collègues de Sciences Po, mais qui ont pour effet, et ça aussi ça a été frappant dans notre enquête, qu'il faudra poursuivre, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez constaté vous dans vos entretiens, ce qui est assez frappant, c'est de voir que ça empêche ou ça gêne toute analyse politique au sens économique, social, culturel, etc. C'est-à-dire que, voilà, pour prendre un exemple qui nous avait frappé, dans un entretien, la responsable d'un collectif citoyen nous dit « Macron est un gauchiste ». Je cite vraiment. Elle a dit Macron est un gauchiste. Macron est un gauchiste. Et de façon par la même, justement, ses différentes positions en matière de politique économique et sociale. Exactement. Et il est gauchiste parce que ses positions sont pro-Comores. Parce que ses positions sont pro-Comores, donc il est gauchiste. Donc ce qui fait justement... Ce qui fait qu'on constate, in fine, une espèce d'incapacité à avoir une projection politique. Voilà. Une espèce d'enfermement qu'on a pu constater, mais il faut pousser plus loin l'analyse, je pense, dans ce qu'on pourrait appeler, en prenant une catégorie journalistique, un piège identitaire, au fond, finalement. C'est-à-dire à vouloir toujours chercher où on est, quelle identité. Ça, c'est très frappant sur l'île. Hein, quand les gens se rencontrent, ils ne parlent pas de musique ou de littérature pour faire connaissance, mais ils essaient de saisir de quelle origine l'un et l'autre sont. C'est récurrent, on observe ça de façon courante. Donc cet enfermement-là, je pense, voilà, doit conduire aussi à interroger le rapport au champ politique et cette incapacité de projection du fait d'un enfermement dans ces processus d'altérisation manipulés dans le champ politique et de frontiérisation qui sont plus complexes encore puisque viennent s'enchevêtrer des éléments liés aux conditions de vie sociale et économique de l'île, les mineurs isolés, la pauvreté, etc., avec les questions migratoires. Mais le jeu politique, là, encore une fois, tente de faire en sorte, et c'est le propos qu'on entend dans tous les entretiens sur place aussi, que les questions migratoires soient ipso facto liées aux questions sécuritaires. Voilà. Ce qui est encore une fois le fonds de commerce de la famille Le Pen. Et consort, puisqu'elle fait des émules. C'est pour ça qu'au cours de cette journée d'études, on va parler justement de migration, on va parler de processus d'altérisation, de régime d'altérité, on va parler justement des mécanismes de frontiérisation, sachant que la frontiérisation c'est le développement de frontières, et on va parler justement de la question de la fabrication d'institutions clandestines et voir en fait quel est le rôle de ces clandestins, en particulier à Mayotte. Voilà, on en a fini pour cette introduction.